et à tous. D'abord, de façon un peu traditionnelle, les principaux chiffres pour la Martinique qui sont stables. 189 cas de Covid-19, toujours confirmés par test biologique, 166 au laboratoire du CHU et 17 dans les deux groupes de laboratoires de ville. 392 qui relèvent de l'estimation basée sur les données des médecins généralistes du réseau Sentinelle qui auraient été atteints par le Covid-19. C'est des chiffres de Santé publique France au juillet. Et ces deux chiffres offrent une vision plus large de l'épidémie, mais vous savez qu'ils ne comprennent pas les personnes asymptomatiques, qui sont répertoriées nulle part, sauf les quelques-unes qui ont été dépistées dans le cadre de tests faits de façon systématique. L'épidémie a évolué et la gestion sanitaire a été adaptée à cette évolution pendant la phase de confinement et nous avons tenu informés en temps réel de ces différentes modifications. Et aujourd'hui, à l'heure du déconfinement, la réponse sanitaire va évoluer de nouveau. Cette réponse s'articule notamment sur le fait que tout doit être mis en œuvre pour maintenir l'épidémie de Covid-19 sous contrôle, ce qui est encore le cas en Martinique. Et pour maintenir l'épidémie de Covid-19 sous contrôle, en l'absence de vaccin, en l'absence de traitement ayant démontré son efficacité, nous allons tous devoir apprendre à vivre avec le Covid-19 et nous devons de rester extrêmement vigilants face à l'évolution de l'épidémie en Martinique. Le plan d'action mis en place en Martinique s'inscrit dans la ligne des orientations nationales, mais il est décliné au sein d'une stratégie sanitaire spécifique au territoire visant à tout faire contre l'épidémie. Il s'agit pour nous, en dehors des limitations qui sont faites sur le transfert des trafics aériens, sur l'arrivée via les lignes régulières et la reprise de ce trafic qui est extrêmement réduit actuellement, il s'agit pour nous donc de tester, de tracer et d'isoler les personnes atteintes de Covid-19. Au-delà de cette stratégie sur laquelle nous allons revenir avec le directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale et avec le docteur Cricket Ayotte, qui est présidente de l'Union régionale des médecins libéraux, l'URPS médecins, il y a avant tout la nécessité de protéger, de se protéger soi, mais aussi de protéger les autres à travers les gestes barrières et toutes les mesures de distanciation physique. Dans le cadre de ces missions de prévention, il appartiendra à l'ARS de communiquer auprès de la population, avec l'appui des acteurs du monde sanitaire, des médecins bien évidemment, du monde médico-social, du monde social, mais aussi des collectivités territoriales et des associations, de pouvoir communiquer, je vous le disais, sur le bon usage des gestes barrières et des habitudes de distanciation physique, et aussi sur l'utilisation des masques, le lavage efficace des mains, et ce lavage régulier. En effet, il est important de signaler qu'une mauvaise utilisation des moyens de protection, un mauvais port des masques, une mauvaise utilisation des gants, peut être à la fois faussement protecteur, voire carrément favoriser les contaminations au lieu de nous en protéger. Alors la première chose, c'est tester et tracer. Tester, vous savez que la capacité de test virologique a été énormément augmentée en Martinique, elle a beaucoup évolué depuis le début de l'épidémie, on est passé de 40 tests par jour à une capacité de 450 tests et deux nouveaux automates sont arrivés aujourd'hui en Martinique et permettent d'augmenter encore notre capacité de test quotidien des deux nouveaux automates qui ont été placés au CHU. Nous visons dans quelques semaines à avoir une vitesse de croisière de tests entre guillemets de 660 tests par jour. Et au-delà de cette capacité, il faut bien entendu identifier les personnes susceptibles d'être atteintes par le Covid-19 et ça nécessite la mobilisation en premier lieu des médecins libéraux qui voient ces personnes venir consulter avec des symptômes, mais au-delà, les infirmiers libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes lorsqu'ils font leurs interventions, les pharmaciens lorsqu'on vient à l'officine demander des médicaments, l'ensemble des professionnels de santé du premier recours qui doivent réaiguiller toutes ces personnes-là vers le médecin traitant de façon à ce qu'ils puissent prescrire le test et prendre en charge les personnes. Et c'est aussi
les cellules familiales, les collègues de travail qui doivent, devant une personne qui présente des symptômes respiratoires, des symptômes compatibles avec le Covid, inciter les personnes à faire le test. Le tracing, c'est l'objectif d'identifier, quand on a une personne atteinte de Covid-19, toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec et qui sont susceptibles d'avoir contracté elles aussi la maladie. Donc cet objectif est d'identifier et de tester tous ceux qui, symptomatiques ou asymptomatiques, auront été en contact à travers une enquête sur laquelle on va revenir avec la CGSS et Madame Kekatani. Cela donc est organisé en plusieurs niveaux d'intervention. Premier niveau, c'est la personne elle-même qui va être capable de retracer avec qui elle était en contact. Le niveau dit 1 sera la détection qui sera assurée et organisée par le médecin traitant. Le niveau 2, c'est la mobilisation importante de l'assurance maladie qui vient pour parfaire ces enquêtes, les enregistrer dans un logiciel spécifique et analyser plus finement les besoins des personnes. Et le niveau 3, ça sera pour des situations un peu plus spécifiques, ce qu'on appelle les clusters, c'est des cas qui surviendraient dans une école, la prison, un EHPAD, et qui nécessiteront des enquêtes assez massives et des moyens de test à faire de façon très très rapprochée et à grande échelle. Voilà. Je passe donc la parole au directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, qui est Madame Kekatani, présidente de l'URML, pour expliquer du coup ces étapes qui impliquent peut-être d'abord Madame Kekatani sur l'étape du médecin généraliste, et puis du directeur général de la Caisse de sécurité sociale pour l'étape suivante qui est coordonnée avec les médecins libéraux. Madame Kekatani. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, le tracing Covid-19. Le tracing Covid-19 redonne toute sa place à la médecine libérale. Actuellement en phase 3, la prise en charge du Covid se fait en médecine libérale. Les hospitalisations, comme pour toutes les autres maladies, sont réservées aux cas graves, avec difficultés respiratoires ou comorbidité, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Après 2 mois d'un confinement de toute la population, nous avons pu ralentir la circulation du virus et la loi d'urgence sanitaire votée par le Parlement le samedi 9 mai, validée par le Conseil constitutionnel du 11 mai, permet le déploiement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le Covid mise en place par l'assurance maladie, dont le directeur général va vous développer les éléments après. L'objectif est de repérer le plus vite possible les personnes malades, justement pour casser immédiatement la chaîne de transmission. Cette méthode va permettre, est la seule pour réussir à endiguer l'épidémie. Et en Martinique, nous avons l'habitude et nous avons une culture sanitaire de la prévention, de l'épidémiologie, comme pour la dengue, comme pour le Zika, comme pour le chikungunya, où la santé est l'affaire de tous, et c'est en fait un problème collectif. Vous pouvez vous appuyer sur la médecine de ville et sa réactivité et son efficacité, et vous appuyer sur elle pour la mise en place du triptyque tester, tracer et isoler. Tester. La Martinique a actuellement des drives de prélèvement qui sont disséminés sur tout le territoire, qui permet à chaque patient dans un territoire donné d'avoir un accès aux tests par les drives. Ces tests sont organisés par les laboratoires de ville et bien sûr, ce ne sont que les patients symptomatiques et uniquement sur prescription médicale. Tracer. Lors du test, quand le patient va faire son test dans le drive pour le prélèvement nasopharyngé, il donne son accord au laboratoire pour la transmission des données. Ensuite,
Si le test est positif, le médecin, et c'est la nouveauté, a une obligation de déclarer à l'assurance maladie, mais c'est nouveau parce que le Covid est une maladie nouvelle, mais ça existe dans d'autres maladies infectieuses à haut risque, comme par exemple pour la méningite. Et surtout, le médecin traitant, qui est quand même le pivot avec la relation avec son patient, a un devoir d'éclairer et d'informer le patient sur les risques du Covid et sur les risques qu'il a pu faire encourir à son entourage, aux personnes, ce qu'on appelle aux personnes contacts. Il en va du devoir de citoyenneté, de protéger les autres, et surtout en Martinique, où la population est vieillissante, et on sait tous que les personnes les plus à risque pour le Covid sont nos aînés, population à haut risque. Donc on voit que la population dans les DOM est très différente. On voit Mayotte avec une population très jeune, la Guyane avec une population très jeune, et la Guadeloupe et la Martinique, nous avons une population plus vieillissante, donc nous devons encore plus être très vigilants. Ensuite, un isolement. Nous avons un isolement nécessaire pour éviter la diffusion du virus. Et cet isolement est d'autant plus nécessaire sur une île où souvent les cas sont importés, où on arrive et donc il faut se protéger. Et il est nécessaire d'extraire le patient malade et de l'isoler à domicile pour éviter de l'isoler de toute la vie, j'allais dire, citoyenne, quotidienne, de le reconfiner à domicile en respectant les gestes barrières pour qu'il n'aille pas diffuser ce virus à son entourage familial, à sa cellule familiale, et donc justement d'entraver la libre circulation de ce virus. Donc tester, tracer et isoler nécessite une réactivité immédiate, et la médecine libérale et tous les libéraux sont là pour servir d'appui pour que tous ensemble nous soyons garants de protéger la Martinique contre l'invasion du Covid. Merci. Bien. Donc l'assurance maladie participe pleinement au dispositif qui vous a été présenté par Jérôme Guillet et Madame le Dr Philippe Taillot. Cette mobilisation de l'assurance maladie, elle s'est faite d'une façon extrêmement rapide. Je rappelle que le discours du porte-parole devant le Parlement date du 28 avril et en très peu de temps, l'assurance maladie a développé un outil informatique nécessaire pour la bonne coordination de tous les professionnels amenés à connaître du sujet Covid-19. Très rapidement, l'assurance maladie a aussi mobilisé ses collaborateurs pour participer au repérage des patients zéro et au traitement des contacts patients. En Martinique, nous avons aujourd'hui 30 collaborateurs qui sont prêts à intervenir sur la base des signalements faits par les médecins libéraux pour contacter l'ensemble des personnes à risque potentiellement contaminées par le Covid-19 et leur indiquer quelle est la marche à suivre entre les tests, le retrait de masques, les arrêts de travail et l'isolement, bien entendu. Donc tous nos collaborateurs sont mobilisés avec un maintien du secret professionnel tel que nous faisons depuis plus de 70 ans. Donc voilà ce qu'on peut dire en synthèse sur la participation de l'assurance maladie au dispositif. Merci Madame le Dr Philippe Taillot, merci Monsieur le Directeur Général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Donc pour compléter ce dispositif, après l'intervention des médecins généralistes, après l'intervention de la Caisse d'assurance maladie qui participera à toutes ces enquêtes qui sont nécessaires à l'identification des cas contacts, il y aura, je l'ai dit, des situations où l'ARS qui assure la coordination globale de ces enquêtes avec Santé publique France prendra le relais pour assurer la surveillance des cas si nous étions amenés à identifier un cluster en milieu fermé, un cas à la prison, un cas dans une école, un cas dans une maison de retraite. Et la recherche des cas contacts permet en effet d'identifier les personnes infectées, parfois totalement asymptomatiques, et de prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire, on vient de vous le rappeler, principalement, une fois que le diagnostic est fait, de les isoler
pour rompre la chaîne de contamination. Cet isolement, il peut se faire à domicile, c'est la grande majorité des situations, mais un centre est en train d'être ouvert pour les personnes pour qui ça serait compliqué avec la maladie de rester chez soi, ou parce que les personnes n'envisageraient pas de le faire, parce qu'il y aura une personne fragile au domicile, hein, une personne âgée, une personne qui est en chimiothérapie, et dans ces cas-là, il y aura une possibilité de faire ce temps avec la maladie, qui est habituellement d'une quinzaine de jours, dans un lieu dédié. Isoler, donc, c'est l'objectif de casser cette chaîne de transmission par des mesures à la fois de mise à l'abri et de précaution individuelle et précaution collective dans la cellule familiale. Donc cet isolement au domicile pour les patients dont les symptômes ne nécessitent pas une prise en charge hospitalière, c'est la surveillance de l'état de santé, bien entendu, la prise de température régulière, la protection de l'entourage avec tout un tas de préconisations qui sont données à ce moment-là, le nettoyage régulier du logement et son aération, l'élimination des déchets contaminés, et une organisation de la vie quotidienne, et des documents sont disponibles sur notre site et vont être diffusés massivement pour que cet isolement au domicile se passe dans les meilleures conditions. Et, je vous l'ai dit, une possibilité alternative avec des centres dédiés au Covid, en établissement hôtelier le plus souvent, seront disponibles pour les personnes pour lesquelles ce confinement sera difficile, compliqué au niveau du domicile familial. Et en conclusion, pour réussir cette nouvelle phase de la gestion de l'épidémie, éviter que le virus arrive sur l'île par voie aérienne, par voie maritime, mais surtout utiliser des mesures de prévention, distanciation physique, mesures barrières, dont le masque dans l'espace public, dans les transports, et rompre toutes les chaînes de contamination pour les patients, en ciblant les patients symptomatiques pour attraper les patients symptomatiques et asymptomatiques et les isoler, avec une chaîne qui mobilise, on l'a rappelé, les médecins libéraux, les médecins traitants, mais au-delà d'eux, l'ensemble des professionnels de premier recours qui aiguilleront vers le médecin pour que le test soit réalisé. Un système réactif, puisque ce test doit être prescrit très rapidement et le résultat obtenu rapidement, de façon à pouvoir tout de suite mettre en isolement. Et puis l'enquête policière qui sera menée dans le respect évidemment des libertés individuelles et des règles de confidentialité, pour isoler toutes les personnes qui auraient été en contact et qui feront l'objet d'un test, le plus souvent un petit peu différé, parce que si on les teste trop tôt, on risque d'arriver avant que le virus soit détectable chez les personnes en raison du temps d'incubation. Voilà, donc cette nouvelle phase nous incite à maintenir notre vigilance avec l'application de ces gestes de barrière, le maintien de la distanciation physique, et d'aider à la gestion de l'épidémie en facilitant ce tracing, sans peur, sans stigmatisation des personnes atteintes, et en respectant strictement l'isolement quand c'est nécessaire. Depuis les 3 dernières semaines, les indicateurs d'évolution de l'épidémie, et vous le savez, on en fait état régulièrement, sont encourageants, et les mesures de confinement plutôt suivies. Jusqu'au 11 mai, c'est les efforts faits par les Martiniquais qui ont permis que l'épidémie actuellement soit peu évolutive, dans une dynamique assez faible. C'est ces efforts des Martiniquais qui ont porté leurs fruits. Il faut s'en féliciter et surtout, il ne faudrait pas gâcher ces efforts qui ont été réalisés pendant cette période de déconfinement progressif qui commence et qui sera suivie de façon séquentielle toutes les 3 semaines. Perdre ses acquis par le non-respect de toutes ces règles de prévention. C'est donc plutôt avec confiance que je souhaite que nous abordions cette nouvelle phase. Je ne dis pas qu'elle n'est pas délicate, qu'elle n'est pas ardue, bien au contraire, mais la population martiniquaise et les professionnels de santé et les acteurs de santé en général, tant le terrain que les institutionnels, dans leur ensemble, ont montré qu'ils avaient fait face et qu'ils savaient faire corps face à une situation qui l'exigeait. Ensemble, nous ferons de même pour cette nouvelle phase qui s'annonce, la phase de déconfinement. Je vous remercie. Nous allons passer aux questions. 1 minute. Est-ce que vous avez des questions?
termes de tests, qu'est-ce qui est prévu pour plus tard cet été, lorsque les touristes viendront en vacances ici? Qu'est-ce qui est prévu en termes de tests? Alors, on n'en est pas encore à cette étape-là. Et notamment ce dont on discute maintenant avec le national, qui sera un peu fonction de l'évolution de l'épidémie, forcément, c'est d'étudier la capacité à avoir un test préalable à la venue sur l'île. Alors ça pose un certain nombre de questions de respect du droit sanitaire international, de mesures qui s'appliqueraient en réciprocité au territoire lorsque les ressortissants français, qu'ils soient de métropole ou d'outre-mer, souhaiteront aller dans d'autres territoires. Donc il y a énormément de questions qui sont posées. Ça dépend aussi du type de test qu'on sera amené à utiliser. On sait que les tests sérologiques de première génération ont un peu déçu par leur positionnement et le résultat attendu. On attend maintenant des tests de deuxième génération qui pourraient jouer un rôle différent et qui seraient beaucoup plus rapides à réaliser. Mais pour l'instant, on a toujours une stratégie de test à l'entrée, avec des protocoles qui viennent d'être mis en place un peu à titre expérimental en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, avec un test à l'arrivée et un test qui est fait une semaine plus tard. Mais c'est vrai que c'est possible, avec les flux actuels, ça deviendra beaucoup plus compliqué, il faut avoir une stratégie alternative. Lorsque de 200 personnes par semaine, on passera à 2000 par jour, ce qui était le cas avant l'épidémie de Covid. Est-ce que vous anticipez déjà un éventuel regain de l'épidémie, comme ça a été le cas dans d'autres pays qui ont déconfiné? Et de quelle manière est-ce que vous l'anticipez? Alors c'est un point de vigilance en fait, c'est-à-dire que personne n'a vraiment la boule de cristal qui dit ce qui va se passer, et c'est vrai que ce qui se passe à Singapour, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe même en Chine, à Wuhan, où ils ont de nouveaux des cas, incite à la fois à être très progressif dans le déconfinement, c'est-à-dire de ne pas faire tout en même temps, qui fait qu'on ne comprendrait pas de façon très claire ce qui a posé problème. Donc il faut d'abord faire du déconfinement interne, d'abord rouvrir certains commerces, puis des lieux de promiscuité plus importantes, voir aussi l'acceptabilité des mesures barrières, parce que c'est facile de dire de porter un masque toute la journée sans y toucher, mais j'ai dit ça pour les collègues derrière. C'est compliqué de bien porter un masque, c'est compliqué de ne pas y retoucher, c'est compliqué de ne pas l'enlever quand on étouffe en dessous parce qu'on manque d'air, c'est compliqué de ne pas porter ses mains à son visage, c'est compliqué de ne pas tendre la main quand on veut saluer quelqu'un. C'est tout un tas de gestes qui sont au moins aussi importants que le reste et sur lesquels il faut vraiment être dans l'idée qu'on change notre mode de vie. Ça ne pourra pas être comme avant. Et ça, c'est important, c'est brutal, c'est difficile, mais ça ne pourra pas être comme avant. Et donc, on a un certain nombre d'indicateurs de suivi. On surveille évidemment les consultations qui sont faites en ligne par les médecins généralistes, avec des projections par le réseau Sentinelle ou des études qui sont faites par les médecins libéraux, et d'ailleurs pourra en parler. On a les indicateurs sur l'hospitalisation, les indicateurs sur les tests, les indicateurs sur la réanimation, avec un indicateur assez tardif, et on s'est mis des seuils d'alerte pour déclencher les phases suivantes en termes de préparation. On a toute une montée en charge qu'on avait fait pour la, entre guillemets, première vague. On avait organisé les hôpitaux, on avait fait venir des matériels de ventilation, des respirateurs pour pouvoir avoir des réanimations beaucoup plus importantes. On a eu au maximum 22 patients de réa hospitalisés en même temps. On avait des projections jusqu'à 89 personnes. On n'a jamais vraiment dépassé le premier niveau qui était de 26 personnes en réanimation. Donc ça fait rien, on est toujours l'arme au pied et on doit toujours être prêt à réaugmenter notre capacitaire, à remobiliser. Mais là, on a une approche qui est différente de la première phase, où la médecine de ville, la médecine libérale, est en première ligne et va être chargée vraiment de détecter tous ces cas le plus tôt possible, de les isoler, de façon à ce qu'on n'aille pas sur des diagnostics plus tardifs ou très sélectionnés à l'hôpital, mais qu'on soit exhaustif dans l'approche. Oui, je voudrais rebondir. On voit beaucoup de gens se promener avec des gants, avec des mains sales derrière les gants. Donc vous voyez, ça c'est une aberration. La première chose, on se lave les mains avec l'eau et le savon.
on nettoie bien ses mains et on met un gant pour avoir une mesure de protection au cas où il y a quelque chose de contaminant, mais on ne met pas des gants tout le temps. Vous avez plein de gens avec les mains sales qui ont des gants et on voit même du gel hydroalcoolique après sur les gants. Donc vraiment, il y a une éducation et je pense que tous ensemble, on va faire une éducation avec des clips, avec des messages adaptés à notre population pour savoir quand est-ce qu'il faut porter un masque, quand est-ce qu'on doit porter des gants, comment on met un masque, parce qu'on a un peu tout et n'importe quoi. On a des fois des masques qui sont tout mouillés, les gens le touchent, après on le remet, on le remet sur le visage, on le met sur votre bureau, non ça va pas. Donc il y a toute une éducation, vraiment, on voit les masques sur la tête, et vous allez regarder, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit des fois des motards sans casque de moto, mais avec le masque sur le visage. Donc il y a vraiment des paradoxes, une éducation aux gestes barrières qui sont primordiaux. Ensuite, ce que disait monsieur le docteur Viguier, directeur général de l'ARS, la priorité maintenant, elle est donnée au monde libéral. Vous savez qu'avec une population vieillissante, les infirmiers sont matins et soirs au chevet des patients, les kinés aussi. Maintenant, les kinés peuvent retravailler, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les médecins. Donc, les cabinets commencent un petit peu plus, les patients reviennent un petit peu dans les cabinets et on peut être à même de détecter. Au début, on était dans une politique totalement différente. On était dans une politique où on envoyait tout à l'hôpital. On avait peur, on envoyait à l'hôpital. Maintenant, on est en phase 3. En phase 3, elle est prise en charge en médecine libérale. On a beaucoup plus de tests, donc on peut tester. Avant, on ne testait que les cas très symptomatiques et les cas graves. Il fallait envoyer à l'hôpital, c'est l'hôpital qui testait. Donc maintenant, dès qu'il y a un signe, vous allez voir votre médecin. Vous avez un professionnel de santé, vous en parlez, il va vous envoyer voir le médecin qui va faire une ordonnance. Et les tests, vous avez vu, il y en a partout dans toute la Martinique, hein, de Saint-Pierre au Lamentin, à Sainte-Marie, à Fort-de-France, pour pouvoir tester en drive. Donc il y a un accès beaucoup plus facile. Et plus vous testez, plus on va repérer le plus facilement possible, plus on arrivera à tracer et plus on arrivera à isoler les personnes qui sont contaminantes. Et si on circonscrit dans un milieu fermé, qui peut être le domicile, et si jamais ce n'est pas possible au domicile parce que c'est trop exigu, les conditions matérielles ne le permettent pas, ou alors on a une personne fragile qu'on veut protéger, on n'a pas la distanciation avec les mesures barrières nécessaires pour faire tout ça, il y aura des lieux de confinement collectif pour les personnes, comme ça avait été fait au moment des bateaux de croisière, hein, les Martiniquais qui étaient sur les bateaux de croisière du Costa Magica avaient le choix de faire un confinement à domicile ou de faire un confinement dans les centres du Vauclin s'ils n'avaient pas les moyens ou des personnes à risque chez eux. Donc il faut vraiment avoir cette citoyenneté de se dire je protège l'autre. Mais moi j'ai entière confiance dans la population martiniquaise qui est habituée à ça. Vous savez, quand on a l'épidémie de dengue, là, on a l'habitude qu'il y ait une enquête qui vienne à côté, regarder où sont les liens moustiques, regarder, et c'est fait. Donc, par rapport à l'Hexagone, on n'a pas cette culture d'épidémio. En Martinique, la population là, on sait, et il faut vraiment faire attention sans céder à la panique, mais être responsable. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour à tous. Victor Mondubener pour ici martinique.com. Monsieur Viguier, la question va s'adresser à vous. Vous avez été dès le début sur l'avant-scène de cette affaire d'épidémie, de pandémie du coronavirus à l'époque, qui n'était pas encore le Covid-19. Et vous avez vécu étape par étape tous ces points. Dans votre discours, j'ai noté ce soir que vous avez insisté sur un fait, c'est que c'est le travail qui a été fait en Martinique, l'engagement des Martiniquais, qui a fait qu'on a pu contenir les choses parce que, selon vos mots, la Martinique a été très disciplinée. Je suppose que la décision qu'a prise le préfet de garder en quarantaine ou en quinzaine un certain nombre de personnes dans des centres précis, je suppose que cette décision, il a dû la prendre sous vos conseils, puisque j'ai compris que vous travaillez ensemble. Aujourd'hui, il se trouve que cette décision est remise en cause. Elle est fortement remise en cause, puisque hier après-midi, sur 150 personnes qui étaient présentes à l'aéroport, il n'y en a eu que 20 qui sont restées en centre de confinement. Et on ne sait pas à cette heure où sont les autres et dans quelles conditions
Je voudrais, pour vous qui avez fait tous ces efforts avec nous, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Et surtout, est-ce qu'il faut que les activistes s'y remêlent pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un intérêt à suivre ce que vous, l'ARS, aviez préconisé dans un premier temps? Alors, d'abord, cette mesure de quatorzaine organisée dans des centres, elle n'était pas du tout spécifique à la Martinique. Elle était appliquée de la même manière à La Réunion, en Guadeloupe. En Guyane, ça ne s'est jamais vraiment réellement mis en place. Et Mayotte pose un autre problème, puisque vous savez que là-bas, l'épidémie fait rage. En fait, Le choix a été fait, il était proposé dans la loi qui étendait l'état d'urgence sanitaire, que cette mesure poursuit. Elle n'est pas sans difficulté, cette mesure. Hein, et pour certaines personnes qui travaillent avec nous dans la gestion de ces centres, c'est pas très simple d'isoler un certain nombre de personnes dans des structures qui ne sont pas forcément prévues pour, dans des durées qui sont jugées assez longues, et finalement des personnes qui, jusqu'à preuve du contraire, en dehors d'avoir pris un avion, n'ont rien. C'est-à-dire c'est des personnes asymptomatiques et qui viennent en Martinique, le plus souvent c'est pour travailler, ou pour voir la famille avec un besoin impératif, parfois pour assister à des obsèques. Et c'est vrai que cette mesure de confinement serré, elle n'était pas dénuée de certaines difficultés d'organisation. Le but n'a pas été de ne rien mettre à la place, et loin s'en faut, puisqu'on est passé sur une mesure de confinement qui privilégie le domicile, qui laisse le choix aux gens, hein, techniquement. Le Conseil constitutionnel a juste demandé qu'on laisse le choix aux gens et qu'on arrête les quatorzaines imposées. Donc, moi, je trouve même surprenant que 20 personnes aient décidé de faire un confinement collectif à la descente de l'avion. Et pour avoir discuté avec ma collègue de La Réunion, elle est à 25% des personnes qui décident d'aller dans des centres de confinement qui sont beaucoup plus importants là-bas parce que le trafic aérien est resté beaucoup plus important. Le fait de faire un confinement à domicile, une quatorzaine à domicile, ne veut pas dire que du coup il n'y a plus aucun contact, plus aucune surveillance. Et c'est ce qu'on est en train d'organiser actuellement avec la préfecture, qui sera fait en lien d'ailleurs avec les municipalités, de façon à ce qu'un suivi par appel quotidien continue d'être fait, d'abord par la préfecture pour vérifier que les personnes sont bien à l'endroit où elles avaient dit qu'elles iraient, et puis secondairement, effectivement, il pourrait y avoir un renfort sur place, parce que certaines de ces personnes en confinement auront aussi besoin d'un appui, et ça a été constaté dans les centres, parfois un appui psychologique, parfois un appui médical, parce qu'elles n'avaient pas forcément prévu pendant 14 jours de ne pas aller à la pharmacie, de ne pas consulter un médecin. Certaines personnes ont des maladies chroniques, certaines personnes ont des difficultés qui se révèlent à ce moment-là. C'est pour ça qu'on avait choisi aussi, non pas seulement de faire des centres d'isolement, mais de médicaliser ces centres, avec l'appui pour certains centres des médecins de l'aéroport, pour d'autres de l'Union régionale des médecins libéraux, de façon à avoir une prestation complète. Ça nous oblige à reconfigurer un petit peu l'approche, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, loin s'en faut. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une stratégie de test, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, pour avoir malgré tout un test à l'arrivée, un test une semaine plus tard, qui a, du point de vue du conseil scientifique martiniquais, hein, ça n'existe pas en métropole cette approche. C'est vraiment une solution qu'on a choisie avec des scientifiques martiniquais de mettre en place cette approche. Et on a choisi de le faire de façon commune avec la Guadeloupe et la Réunion pour protéger le territoire. C'est déjà le cas aujourd'hui, tout arrivant aujourd'hui. Ça vient d'être mis en place. Hein, donc, on est en phase de transition entre l'ancienne version où on emmenait tous les gens dans un centre et la nouvelle version où on propose un test systématique. Ça sera à partir de quand ça les premières ordonnances pour le test au premier jour ont été faites hier, à l'avion qui est arrivé hier. Donc tous les passagers de l'avion ont eu une ordonnance faite à l'arrivée, ont eu un entretien médical. Hein, vous savez qu'on a mis en place un entretien médical systématique, une prise de température systématique pour, dès la descente de l'avion, isoler les gens qui seraient déjà symptomatiques. Hein, et on a depuis qu'on a mis en place ce dispositif, envoyé des gens à la MENAR se faire tester à des horaires tardifs parfois, de façon à identifier des malades, des gens qui arrivaient malades. Il y en a des gens qui étaient atteints de Covid-19, qui étaient montés dans l'avion. Ça nous a obligés à faire après des enquêtes sur tous les cas contacts de l'avion. Et
Et donc ce système est en place et les personnes sont parties avec leur première ordonnance de test à faire maintenant qu'on a un dispositif avec les laboratoires de biologie médicale. C'est vraiment facile de prendre un test et les contacts qu'on a avec les laboratoires disent que le système n'est pas du tout saturé hein, et on peut encore monter largement en puissance. Merci. Actuellement, les gens qui sont à l'hôtel, qui étaient confinés à l'hôtel, ils sont tous testés. Les laboratoires viennent dans les hôtels les tester pour qu'ils puissent sortir. Donc pour là, c'est vraiment la phase de transition. D'où l'intérêt d'avoir un test avant de partir pour éviter de prendre l'avion et d'être contaminant dans l'avion avec le personnel navigant et tous les passagers qui sont à côté. Oui, docteur Couquet, d'ailleurs, vous avez précisé que maintenant c'était la médecine de ville qui... Les libéraux. Les libéraux qui prenaient le relais. Est-ce que ça veut dire qu'on peut considérer que le Covid-19 est devenu une maladie comme les autres? Non, pas du tout. Le Covid-19 est une maladie très contagieuse, donc il faut faire très attention. Mais la différence, c'est que maintenant, il y a la capacité, on n'est plus dans une gestion de pénurie de tests. On vous a expliqué que les laboratoires de ville ont la capacité de tester en ville, donc on peut tester tous les patients qui sont symptomatiques. Les cabinets ont réouvert, j'allais dire, les blocages ont été un petit peu, les interdictions de la clinique d'opérer, où on devait garder uniquement les choses très urgentes. Maintenant, l'accès aux spécialités peut être revu. Les kinés travaillent, avant ils ne travaillaient pas, les chirurgiens dentistes pareil. Donc tous les professionnels de santé libéraux et l'entourage a la capacité de dire bah, tu tousses, tu es un peu fatigué, tu as perdu le goût, faut aller voir le médecin pour se faire tester. Avant, on était limité en capacité de test. Les laboratoires de ville, ça fait combien de temps? 15 jours. Ils ont... Ça fait quasiment 3 semaines. Oui, ils ont 3 semaines pour un et 15 jours pour... Enfin bon, qui sont en capacité vraiment de pouvoir tester en ville. Donc c'est vraiment s'appuyer sur les professionnels de santé de ville, mais pas que les médecins, je veux dire tous les professionnels de santé, le médecin va prescrire l'ordonnance. Mais avec un symptôme, on va voir son médecin, on a l'ordonnance, on va se faire tester, et ça permet justement de rentrer dans le pratique du test. Le dépistage est très très important, c'est pas une maladie, et si on teste qu'on est positif, on isole, on trace, et on évite justement cette propagation. Juste un petit complément. Le secteur hospitalier public n'est pas sorti du dispositif. Hein. Les loin s'en faut, ils augmentent aussi leur capacité de test et ils sont toujours, bien évidemment, largement impliqués dans le dispositif aussi. Mais justement, c'est une mobilisation de la ville, c'est une mobilisation de l'hôpital qui permet, dans une coordination qui est peut-être envisagée sous un autre angle, de pouvoir faire face. Très bien. Dernière question. Oui, dernière question aux représentants de la Sécu. Est-ce que vous pouvez nous redonner les éléments essentiels de votre intervention? Si on pouvait être près de la traductrice de signes, merci, de telle sorte que... Voilà. Oui, est-ce que vous pouvez nous redonner l'essentiel de l'intervention de la Sécurité? Quel est le message précis que la Sécurité sociale veut faire passer aujourd'hui? Je dirais que le message essentiel que l'on veut faire passer, c'est celui qui a été dit en matière de gestes barrières, en matière de recours au système de soins, et c'est aussi ne soyez pas surpris de recevoir des appels de l'assurance maladie. Parce que ce n'est pas notre marque de fabrique que d'aller au-devant des assurés. Donc là, on va se projeter, on va contacter des gens avec qui on n'a pas forcément de contact régulier. On va se présenter, on va confirmer aux gens qu'il s'agit bien d'assurance maladie parce qu'il doit y avoir des craintes dans la population. Et après, on va initier un questionnement pour toutes les personnes que nous aurons dans la chaîne potentielle de contamination pour les inciter à se traiter et à se faire tester. D'accord, mais par rapport à ça, le fait aujourd'hui que vous interveniez sur ce point, et notamment sur la question de la prise en charge, et qu'on intègre, vos services aujourd'hui ont intégré le risque Covid dans le plan des risques des entreprises. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, une personne qui est exposée
au risque du Covid, je prends par exemple le cas des caissières et compagnie, est-ce que ça deviendra, est-ce que vous réfléchissez déjà sur ces questions, est-ce que ça deviendra des maladies professionnelles? Parce qu'il y a des gens qui garderont des séquelles de leur poste de travail aujourd'hui, et sur ce point, vous ne pouvez pas ne pas avoir réfléchi. La question de l'inscription au tableau des maladies professionnelles est une question qui se traite au niveau national, sur lequel il y a aujourd'hui des travaux, mais je ne saurais dire quel va être l'aboutissement de ces travaux, ni en nature, ni en délai. Aujourd'hui, si une caissière se trouve avec les symptômes du Covid, son interlocuteur naturel, c'est bien entendu son médecin traitant. Oui, mais au-delà, il y a des risques. Il y a des réflexions sur cette aspect. Et vous avez commencé cette réflexion, monsieur le directeur? Cette réflexion, monsieur le président, je sais pas. Le président pas encore. Cette réflexion, elle se situe au niveau de l'État, notamment entre la direction de la sécurité sociale et puis les services du ministère. Merci. 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 Pour compléter, vous savez que pour les professionnels de santé, par contre, c'est une reconnaissance automatique en maladie professionnelle s'ils sont contaminés, que ce soit dans le cadre de leur exercice professionnel ou dans le cadre de leur vie à l'extérieur du système de santé. Donc je voudrais insister sur le tracing, qui était ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est-à-dire l'important que les Martiniquais ne soient pas surpris que leur médecin traitant, s'ils ont des symptômes, fasse une enquête et leur demande les numéros de téléphone de leur famille, les personnes qui vivent ou même s'intéressent de près à la vie de la cellule familiale, parce que ça sera le moyen de commencer cette enquête par les plus proches et ceux qui souvent sont connus aussi par le médecin traitant. Et cette première enquête, donc, se fera en demandant des informations aux personnes par le médecin traitant. Et ces informations, qui sont partagées avec l'assurance maladie, entraînera que, le directeur général de la Caisse de sécurité sociale l'a rappelé, entraînera le fait qu'il y aura des appels qui seront passés chez les gens par l'assurance maladie pour demander qui ils ont rencontré, chez qui ils sont allés manger, dans quelle structure ils sont allés. Et donc ça aussi, pour que ça soit clair pour les personnes, il va y avoir, autour d'un cas de Covid-19, toute une enquête et les Martiniquais seront appelés par leur caisse de sécurité sociale. Leur généraliste leur posera des questions pour voir qui ils ont rencontré. Et ça peut sembler un petit peu déroutant, mais c'est indispensable pour identifier les personnes avec qui il y a eu contact et pour pouvoir rompre ces chaînes de contamination. Voilà, je vous remercie. Voilà.